pouvez trouver. Ah, tiens, voilà, c'était pas enregistré encore. Très bien. Donc, voilà, maintenant, vous le savez, l'enregistrement est parti. Et donc, on a élaboré des scénarios. Il y en a 2 qui proviennent de Paris et 2 qui proviennent de Montréal. Et on a donc décidé de présenter ces scénarios-là à 4 experts pour voir ce qu'ils en pensaient. Évidemment, voilà, donc ça, ce sont les 4 experts qui sont là avec nous aujourd'hui. Alors, je vous les présente très brièvement. Donc, Sophie Coiffier, écrivaine, autrice, chercheuse indépendante, docteur en arts plastiques à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, donc de la France. Sandra Coulibaly, toujours de la France, chargée de mission transversalité, Organisation internationale de la francophonie. De Montréal, donc du Québec, au Canada, Benoît Melançon, professeur titulaire au département des langues françaises, des littératures de langue française, pardon. Et enfin, je vais passer ma petite fenêtre, toujours au Québec, à Québec plus précisément, Alexandre Wolff, responsable de l'Observatoire de la langue française pour l'Organisation internationale de la francophonie. Donc, ce sont ces 4 experts qui vont pouvoir se prononcer aujourd'hui sur ces fameux ateliers, ces fameux exercices de remue-ménage autour des scénarios possibles, plausibles, qui entourent les futurs de la langue française. Tu peux passer à la slide suivante, Pierre. Alors, rapidement, pour ceux qui ne sont pas familiers avec la prospective, il y a plusieurs petits ingrédients secrets qu'on utilise quand on veut faire de la prospective. Il y a ces signaux faibles dont je parlais un peu tantôt. Les signaux faibles, ce sont vraiment des petites parcelles de futur qui existent déjà maintenant, mais qui sont vraiment très parcellaires, qui ne sont pas généralisées, qui, si on les extrapolait, pourraient devenir autre chose, pourraient changer la donne. Donc, on se base beaucoup sur ces petits extraits, ces petits échantillons d'un futur possible, qui sait. On s'inspire des moteurs de changement. Les moteurs de changement, c'est, si on prend un exemple maritime, si vous voulez, c'est les courants de fond. C'est ce qui dérange ou ce qui bouge, ce qui indique des grandes directions à toutes sortes de signaux, qu'ils soient faibles ou forts. Et ensuite, ben, il y a évidemment cette technique du scénario qui nous permet donc de narrer, de mettre en histoire des futurs possibles pour voir ce que ça pourrait donner. Ça nous aide à nous imaginer, à nous projeter dans ces futurs possibles. Maintenant, évidemment, les scénarios ne sont pas là pour prédire l'avenir. La prospective ne sert pas du tout à ça, même qu'elle ne vise pas d'avoir raison. Je pense que c'est Alvin Toffler, donc l'auteur de Future Shock, qui disait « Vaut mieux avoir de l'imagination que d'avoir raison ». Et en prospective, c'est tout à fait le mot d'ordre. L'idée est d'anticiper, l'idée est de voir venir et pour pouvoir se préparer dès maintenant à un futur qu'on juge souhaitable. Donc, c'est un peu de tout ça qu'on va parler aujourd'hui. Tu peux aller à la prochaine slide, Pierre. Donc, ça, je viens d'en parler. On veut donc ensemble explorer ce que ces futurs possibles-là pourraient donner. Alors, pendant ces fameux ateliers qu'on a menés de part et d'autre de l'océan Atlantique, on s'est basé sur un petit tableau pour essayer de nous donner une direction dans ces scénarios-là. Alors, dans un axe, vous avez la domination de la langue française et évidemment son contraire, la disparition de la langue française. Et de l'autre côté, vous avez la centralisation et la décentralisation de la langue française. C'est autour de ces grands axes-là qu'on a déployé les 4 scénarios qu'on va vous présenter aujourd'hui et que nos experts vont pouvoir commenter. Donc voilà, c'est un petit peu le menu d'aujourd'hui. Tu peux passer à la slide suivante. Ça, ce que vous allez voir dans quelques minutes quand on va vous présenter les scénarios, quand on va vous les lire avant que nos experts puissent se prononcer.
ça va ressembler un peu à ça. Donc, vous aurez une image qui va vous donner le ton. Vous aurez des exemples des signaux faibles qui ont servi à inspirer les scénarios. Il y en avait plus que ça, mais ça va vous donner une petite idée de certaines des pistes qu'on a suivies pour élaborer les scénarios. Vous aurez un titre, une échelle de temps. Vous allez voir, elle est parfois très ambitieuse. Et donc, ce scénario qu'on va pouvoir vous lire tour à tour avant que nos experts puissent se prononcer. Donc, c'est ce qu'on vous propose pour aujourd'hui. Alors, si on est prêt, ben Pierre, tu peux te lancer dans le premier. Je me lance. Alors, le premier scénario, il a été fait effectivement lors d'un workshop préalable à Paris. Encore une fois, le cadran qu'on a vu précédemment, il a été construit aussi avec des participants lors de ces ateliers. Il est questionnable, hein, tout à fait, et on va certainement en discuter. Le premier scénario, on l'a appelé Sénégal Valley, un nouveau cœur de l'innovation mondiale. On est à horizon 2052. Pour vous donner un peu de contexte, on a des provocations qui nous ont permis aussi, d'établir aussi une première recherche et puis de faire très rapidement, d'avoir très rapidement des signaux ou des premières briques ou des premières marches vers la fabrication de ces scénarios. Donc, par exemple, on allait sourcer des informations dans un rapport de l'Organisation internationale de la francophonie, aussi un article de journal qui traitait de la French Tech et du fait que voilà, le terme French Tech était questionnable puisqu'il fallait peut-être le rebaptiser et le reformuler de manière plus française. En tout cas, sur le scénario donc Sénégal Valley, on est à un horizon 2052. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce scénario? Les Africains sont la nouvelle génération d'entrepreneurs et d'innovateurs. Le continent africain est la nouvelle Silicon Valley. Avec la croissance économique et les investissements chinois, une classe moyenne forte et une nouvelle génération de jeunes ayant accès à l'information et à l'éducation, les innovations en Afrique se développent à pas de géant. Les pays francophones sont très entreprenants, explique Boubacar Diallo, qui dirige l'incubateur d'entreprise ECOWAS à Dakar, la capitale du Sénégal. Les jeunes ont été éduqués pour devenir des entrepreneurs. Dans la Sénégal Valley, ils ont un incubateur appelé la Griotte Bleue. Cet incubateur rassemble de nouveaux projets et jeunes entreprises œuvrant pour une société plus frugale, faire avec ce que l'on a et le low-tech. La Griotte Bleue fait partie d'un réseau plus large appelé la Sahara Valley. Le français est parlé par plus de 250 millions de personnes dans le monde et est l'une des 6 langues officielles des Nations Unies. Il est considéré comme une langue internationale à haut statut et est l'une des langues les plus utilisées sur Internet. Le français est également devenu une lingua franca pour de nombreuses nations d'Afrique de l'Ouest, où il n'est pas parlé de manière native, comme le Bénin, le Burkina Faso, le Tchad, le Guinée-Bissau ou le Mali. Dans ces pays, il est généralement enseigné dans les écoles, en particulier au niveau secondaire. Cela ne signifie pas que l'anglais va disparaître. La plupart des meilleurs entrepreneurs mondiaux utilisent toujours l'anglais comme principale langue des affaires, mais les entrepreneurs africains francophones apportent une perspective unique au monde de la technologie et de l'innovation. À l'avenir, les innovations viendront d'Afrique et c'est grâce à la nouvelle génération francophone que cela se produit. Je laisse donc notre expert commenter ce premier scénario. Merci Pierre, merci à l'association, au chapitre, de donner cet espace de conversation sur un sujet, je crois, qui est d'ordre géoculturel. Et aussi, c'est un peu pour planter le décor, hein, communautaire, mais dans le bon sens du terme, qui rassemble pour partager. Alors, première chose, moi, c'est pourquoi j'ai choisi ce scénario, parce que vous avez donné le choix à nous quatre un peu d'aller vers, j'allais dire, le cœur ou l'esprit. Déjà, commenter très rapidement le visuel, qui renvoie évidemment à l'afrofuturisme et à quelque chose de très prégnant actuellement en Afrique et qui dépasse l'Afrique. Donc déjà, la première remarque, c'est que ce scénario, il est très attractif, il est dynamique et il est porté par un espoir que celui du dividende démographique de l'Afrique à horizon 2050 ne se transforme pas en cauchemar.
qui soit porté par, j'allais dire, une sorte d'innovation frugale, respectueuse du développement durable. Enfin bref, tout ce qu'on souhaite pour le continent africain, mais aussi pour la planète. Donc, je trouve que il y a le mot frugalité, il y a le mot jeunesse, il y a le mot écoise, enfin symbolique. Donc, moi, il me plaît beaucoup. Moi, Mais, j'avais aussi une question. On mais parlait j'ai, bon, ouais, mais bon, moi, je dirais que c'est vraiment, pour moi, on n'est pas dans la probabilité ce à que j'allais horizon dire. À quel 2050. moment il est Donc, probable ou pas? voilà, donc je voudrais, ça c'était un peu le cri du cœur où j'achète, comme je vais au cinéma, comme je vais, et puis tout d'un coup, bah, sur un horizon 2052, avec une urbanisation de la planète, et on revient en fait à l'Afrique, puisque ça serait la question qui se pose sur les scénarios, et sur celui-là, c'est qu'est-ce qui arrive sur le décentrement, en fait, ou une tropicalisation de la langue. Si on est sur le sujet, la langue française et c'est-à-dire d'un moteur très positif, très dynamique et porté encore une fois sur génie, d'innovation, etc. Je dirais, mais si on revient aux tendances lourdes du continent africain, euh, pour moi, la question de la connectivité, la question de l'usage du numérique, la question, et là je pense que mes collègues qui se joignent à nous sont très sensibles à ça. On est, comme l'a rappelé Mona, la journée d'éducation. On n'est pas dans une tendance, j'allais dire, aussi flamboyante pour le continent africain qui est dans ce scénario le moteur, l'épicentre du rayonnement de la langue française. Donc la question de plausibilité dans cette démarche qui est construite sur en fait deux facteurs qui est la décentralisation, donc on l'a, hein, on a un décentrement du centre de l'Europe ou du binaire, excusez-moi, Québec-Paris, on passe à Dakar. Mais il y a aussi une question de plausibilité sur la tendance lourde de la démographie. Les champions de la démographie en 2050 sur le continent et dans le monde, c'est le Nigeria et l'Égypte. C'est le Nigeria et l'Égypte. Les pays francophones africains sont très loin derrière. Ce n'est pas le cas en question d'urbanisation. Voilà, donc premier élément, Pierre, de réponse sur la question de plausibilité. Alors, on se rattrape dans l'équilibre avec effectivement le symbole ECOWAS. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, c'est la CEDEAO. Et le siège de la CEDEAO, c'est Abuja, et Abuja, c'est Nigeria. Donc, on peut dire que c'est un écosystème, voilà. Deuxième chose qui me paraît un peu la plausibilité sur la question, c'est intéressant de savoir que les institutions africaines ont pensé l'Afrique hors de ses frontières. La 6e région de l'Afrique, c'est la diaspora. Donc, enfermer le moteur de l'innovation africaine, alors c'est paradoxal ce que je vais vous dire, mais ça aussi, c'est pour notre remue-ménage, eh bien, je trouve que c'est un élément de non-plausibilité. Parce que l'Afrique appartient déjà au monde et justement la question de l'innovation africaine, elle se nourrit de la diaspora et de plus en plus finalement aussi d'un retour ou d'un aller-retour constant, ce que montre bien l'afrofuturisme à gauche. Voilà, donc ça c'est un peu la question de plausibilité sur bon, le dividende, la question aussi de l'éducation. Il y a notre directrice de l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation qui est au cœur du sujet, là. Lorsqu'on dit tous les entrepreneurs, voilà, l'éducation, au DD4, on est post-2030, eh bien, je dirais, alors là, alarme rouge, quoi. Alarme rouge pour y arriver. Et puis, je vais m'arrêter là quand même sur la question de la projection vers le futur. Et là, c'est Alexandre que j'interpelle un peu plus. C'est-à-dire que, alors moi, plus que des signaux faibles, je dirais les ingrédients ou les germes du futur.
Si on voit ce qui se passe actuellement dans les rues de Dakar pour le Sénégal, de Cotonou pour le Bénin, de la Guinée-Bissau, de Bamako pour le Mali, eh bien, ça parle plus que le français. Soit ça parle un français complètement tropicalisé. Moi, vous m'avez placé à Paris, c'est vrai que c'est là où je travaille. Mais bon, j'ai des origines un peu africaines, beaucoup, hein, 50%. Eh bien, à Abidjan, on parle le nouchi. Ça va avec le phénomène d'urbanisation. C'est une réappropriation, une réinvention de la langue française. Et alors moi, je ne suis pas une linguiste comme mon distingué collègue ou le professeur, mais je dirais, moi, j'ai un peu voilà, j'aime bien la tropicalisation de la langue. Alors, ce qui m'amène à, est-ce que la langue française est capable de supporter sa tropicalisation, comme elle fait une allergie à son anglicisation? C'est quoi le taux d'acceptabilité de la déformation de la langue française? Et ça pose déjà les questions sur les puristes, même au Québec ou ailleurs. Qu'est-ce que c'est la langue française? Donc, le taux d'acceptabilité de la tropicalisation. Bon, voilà, c'est un petit clin d'œil. Voilà. Et puis, alors, merci moi, il y a un mot qui m'a enchantée. C'est la question de la frugalité. Est-ce que oui, parce que la condition de notre survie en tant qu'humain qui parle une langue, bah, c'est comment on réinvente la croissance ou cette notion de croissance soutenable avec d'autres valeurs que celles de l'hypercapitalisme ou d'une mondialisation à marche forcée, bon, qui continue, hein, même si on dit que ça stoppe. Puis un petit regret, et je ne veux pas monopoliser, c'est la question de la culture. Voilà, du secteur culturel et qu'est-ce que peut apporter la langue française. Mais c'est dit un peu, mais la question de l'innovation, c'est-à-dire l'imaginaire. C'est-à-dire que le lieu de l'imaginaire francophone aussi, on vit sur Voltaire, on vit sur Rousseau, on vit sur le XVIIIe siècle, on vit sur… je viens de quitter Fred Pellerin, là, hier, qui était à Paris. C'est un bonheur, justement. Alors, est-ce qu'on va justement sur un imaginaire, et je termine par ça, par une communauté imaginaire qui va de Dakar, OK, à ailleurs, peut-être qu'il va intégrer le Nigeria, qui sait, mais voilà, qui devient un imaginaire et, le futur de la langue française, c'est aussi des cultures ou une culture francophone à réinventer. Voilà, merci en tout cas de cet espace très, très intéressant. Je peux continuer, hein, Merci, Sandra. mais voilà, mais merci. Merci beaucoup. On a envie de réagir, hein? Il y a toutes sortes de choses qui ont été dites, là, et puis c'est vraiment très, très intéressant. On va passer à travers chacun des scénarios, puis après ça, bien sûr, on va se lancer dans une discussion à bâton rompu. J'ai bien entendu votre commentaire, Mme Coulibaly, puis c'est vrai que moi, quand Pierre a dit « chapter » tantôt, on n'a pas le même réflexe de ce côté-ci de l'Atlantique. Mais c'est peut-être la rigidité, hein? Alors, bon, acceptons d'autres termes, pourquoi pas. On va se lancer dans le deuxième scénario, si vous le voulez bien, donc qui vous est présenté à l'écran et sur lequel M. Benoît Melançon va pouvoir réagir. Je vous le lis tout d'abord. Son titre, Baguette, votre moteur de réseau francophone. Nous sommes en 2052. Propulsé par la croissance économique et démographique des pays africains, le français est devenu la langue des affaires à travers le monde. Hyper populaire auprès des jeunes générations, des entrepreneurs du monde entier, les établissements d'enseignement francophones se sont démultipliés. Dans ce contexte en changement, les outils numériques natifs en français ont petit à petit pris le dessus sur les applications issues des géants américains de la tech, de moins en moins pertinentes pour accéder à de l'information de qualité. Que ce soit pour découvrir les opportunités d'emploi à proximité ou promouvoir leur commerce, les professionnels francophones utilisent désormais le moteur de recherche Baguette, dont les résultats reposent sur des algorithmes entraînés à partir des patois, expressions et autres subtilités locales pour s'assurer de refléter la richesse culturelle du français dans les résultats de recherche.
Dans le milieu des affaires, le français incarne désormais une nouvelle vision du capitalisme prônant un rééquilibrage des disparités économiques, à contre-courant de la vision d'une mondialisation uniculturelle historiquement tirée par les États-Unis. Parler le français représente pour ses praticiens l'appartenance à une culture riche, métissée et hautement humaniste. C'est quelque chose qui répond bien à notre précédente experte. C'est bien ce scénario, je crois. Alors, Monsieur Melançon, j'ai bien hâte de vous entendre à propos de ce scénario-là. D'abord, comment vous le considérez? Est-ce qu'il vous semble plausible dans sa forme actuelle? Je vais garder la plausibilité pour la fin. Ce qui m'intéresse, moi, dans ce scénario, c'est un mot qui ne s'y trouve pas et qui est absolument capital, et c'est le mot de découvrabilité. C'est une chose dont on entend beaucoup parler, notamment au Québec ces jours-ci. Pourquoi les jeunes consommeraient-ils moins de culture française ou francophone? Bien, essentiellement parce qu'ils ne la trouvent pas, parce que les outils de recherche ne sont pas configurés pour qu'on puisse trouver effectivement ces contenus français ou francophones. Donc ça, je pense que sur ce plan-là, il y a vraiment quelque chose de tout à fait intéressant dans l'idée de rendre découvrable, si je puis dire, les contenus francophones. L'autre chose, et là je vais rejoindre ce que Sandra vient de dire, l'autre chose évidemment qui est frappante ici, c'est la nouvelle centralité africaine, alors qu'elle soit continentale ou qu'elle soit de l'ordre de la diaspora, et ça Alexandre Wolff le sait mieux que tout le monde ici peut-être, l'avenir démographique du français, il est en Afrique. Et donc, il n'est pas du tout étonnant que ce soit du côté de l'Afrique que ce nouveau moteur de recherche nous soit présenté. Il est aussi intéressant, ce moteur de recherche, dans la mesure où il mêle des choses diverses. L'enseignement, les affaires, la culture. Donc, l'idée, ce n'est pas de faire quelque chose qui serait un moteur de recherche spécialisé dans un des aspects des cultures francophones, mais qui toucherait l'ensemble des cultures francophones. Alors, il y a deux choses qui me frappent ensuite quand je regarde ce qui est présenté là. Sandra se demandait ce que c'était que la langue française. Ben, je peux vous donner un élément de réponse. Je ne suis pas linguiste. Moi, je suis littéraire, mais je lis beaucoup de linguistique. Un élément de réponse, c'est la langue française est probablement la langue la plus centralisée au monde. Actuellement, le français, c'est Paris. À la limite, c'est un arrondissement de Paris, si on voulait être un peu cruel. Donc, ça fait mal, ça, M. Melançon. oui, c'est comme ça. Hein? Il s'agit de regarder un certain nombre d'institutions françaises pour bien considérer, bien comprendre que la francophonie n'y est pas toujours bien représentée. Or, il y a deux choses là-dedans qui sont assez frappantes de cette centralité. D'abord, l'utilisation d'un mot dont moi je me méfie beaucoup, qui est le mot patois. Dans le quatrième scénario, il y a le mot dialecte. Mes collègues linguistes s'arrachent les cheveux continuellement pour savoir ce que c'est qu'un patois ou un dialecte. Ce n'est pas une bonne étiquette selon moi, mais ça témoigne bien de la centralité. Hein. Il y aurait un français central, puis à côté, il y aurait des choses moins intéressantes qui seraient des patois. Donc ça, il me semble que là, il y a quelque chose qui est pas bien réussi. Il s'appelle baguette. Baguette, c'est un truc français. Pour un moteur de recherche francophone centré en Afrique, c'est un peu bizarre. On reste parfaitement centralisé. Ouais, il serait appelé manioc, j'aurais eu moins d'état d'âme, mais baguette, il me semble que c'est encore réintroduire de la centralité, comme le fait le mot patois. La question de la plausibilité maintenant. Alors, évidemment, l'idée, c'est de voir quelle est la concurrence. Hein? Un moteur de recherche francophone, on est en 2052, donc on fait de la prospective, mais il va probablement se trouver à côté d'autres moteurs de recherche qui, eux, occupent beaucoup d'espace et qui occupent cet espace-là massivement. Alors, moi, je suis vieux. J'ai déjà utilisé un moteur de recherche qui s'appelait Alta Vista. Bien sûr. Qui ne doit pas dire grand-chose à beaucoup de monde, mais c'est une vieille affaire. Là. Tout a été bouffé par Google depuis. Donc, quelle est la concurrence? Est-ce que Baguette a comme prétention de remplacer Google? Pas impossible, mais pas facile. Ou est-ce que c'est quelque chose qui pourrait faire partie d'un immense moteur de recherche comme celui-là? Ça existe déjà sur Google. Il y a des sous-moteurs de recherche. Les universitaires utilisent Google Scholar. Il y a un Google Images. Est-ce qu'on pourrait imaginer un sous-menu qui serait Google francophone, qui s'appellerait Baguette ou autre chose, peu importe. Mais là, la plausibilité, elle est là. Hein. En quoi ce moteur, à quelle concurrence ce moteur va-t-il devoir avec quel moteur va-t-il devoir se coltiner pour réussir à émerger? Alors, un dernier mot peut-être.
On est évidemment là devant une vision très, très, très optimiste des choses, hein. C'est réglé, tout est passé du côté africain. Le français domine, hein, la langue des affaires à travers le monde. Alors moi, je suis 18e. Quand je lis ça, je ne suis pas horrifié, hein. Au 18e siècle, la langue française était la langue des affaires à travers le monde. Ça a déjà été vrai. Parfaitement. Ce n'est plus vrai aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que ça va le redevenir très bientôt. Donc, il y a un optimisme là très, très fort. On est en Mais en tout cas, 2052, cette idée de pas vouloir faire bientôt. découvrir des contenus, moi, ça me paraît absolument capital. Voilà. Très intéressant. Je tiens à préciser que ce scénario-là est un de ceux qui ont été élaborés à Montréal. Donc, baguette, on est parfaitement dans la centralisation européenne de la langue. Merci beaucoup pour ces premiers commentaires. On va passer donc au troisième scénario. Vous pourrez bien sûr réagir sur tous les scénarios par la suite. Ça va nous faire plaisir d'entendre, bien sûr, ce que tous les experts, mais aussi tous ceux qui sont présents avec nous aujourd'hui, ont à dire sur ces scénarios-là. Donc, je poursuis avec ce troisième scénario-là. On s'en va ailleurs. Alors, il s'agit d'un scénario qui porte le titre de Parti politique francophone international. Une petite faute sur le mot parti ici. Nous sommes en 2052, toujours, donc c'est une grosse année, hein? 2052, là, il se passe beaucoup de choses. Pour faire front au déclin continu de la langue française à travers le monde, reléguée au 3e rang au Canada derrière l'anglais et l'espagnol, et au 2e rang dans les pays du continent africain historiquement francophone derrière le chinois, un parti politique international a été constitué pour faire résonner la voix des plus fervents défenseurs de la langue française à travers le monde, le Parti politique francophone international, mieux connu sous le PPFI. Alors, le mot d'ordre, PPFI, votre langue vous définit. À l'heure où la transition vers un système post-capitaliste donne le ton dans tous les programmes politiques, le PPFI met au devant de son programme non pas l'économie, l'écologie ou la protection du pouvoir d'achat, mais la préservation d'une communauté francophone internationale forte, unie par des valeurs et une identité commune, pardon. Dans un monde hautement globalisé, maintenir et défendre l'usage du français représente pour les membres du PPFI un moyen de contestation pour résister au lissage culturel qui met la pratique courante de la langue sous pression, non plus uniquement dans le milieu des affaires, mais aussi dans le paysage médiatique et le système éducatif. Monsieur Alexandre Wolf, la parole est à vous. J'ai bien hâte de vous entendre réagir à ce scénario-là. Qu'est-ce que ça vous dit que ce PPFI-là en 2052? Oui, merci. Merci pour l'occasion donnée. Bon, j'avais des choses aussi à dire sur les scénarios 1 ou 2, on y reviendra tout à l'heure. Ce scénario est évidemment, bon, c'est l'intérêt de l'exercice, hein, poussé dans une direction un peu extrême, mais il a quand même des faiblesses, et c'est ce qu'on nous a demandé de faire, hein, c'est d'identifier les faiblesses du scénario. Alors d'abord, la première d'entre elles, j'ai trois petites critiques. La première, c'est le prisme qui est choisi, qui finalement est un peu un calque de malvenu, à mon avis, d'une situation qui est plutôt celle des États-Unis, à propos de l'espagnol, où il est dit que l'espagnol serait devant le français au Canada. Mm-hmm. Bon, alors il y a, à mon avis, là, une transposition qui n'est pas très opportune. D'abord parce qu'aux États-Unis, il y a une langue officielle de facto, même si ce n'est pas de juré, qui est l'anglais ou l'américain, comme vous voulez, alors qu'au Canada, il y a quand même 2 langues officielles. Bon, on n'entre pas dans le détail des conséquences, mais c'est assez différent. Et puis, la concurrence linguistique aux États-Unis, même si elle existe, c'est vrai que l'espagnol est parfois plus présent que l'anglais dans certains domaines. Elle est assez localisée, hein. Ce sont quelques États qui sont plus particulièrement concernés, au Nouveau-Mexique, Floride, Californie, pardon, Texas. Et souvent, les locuteurs d'espagnol sont des locuteurs natifs, ou en tous les cas, la transmission de la langue s'est faite dans des communautés. Ce qui ne serait pas du tout le cas, ce n'est pas comparable avec le Canada, où d'abord l'immigration espagnole ou hispanophone
est beaucoup plus faible qu'aux États-Unis. Hein. L'immigration canadienne est essentiellement asiatique, puis africaine. Et donc, quand on regarde les recensements, puisque au Canada, il y a des recensements extrêmement riches d'informations, notamment sur les pratiques linguistiques, on s'aperçoit que ce qui domine en réalité, c'est alors le bilinguisme, mais plus généralement le plurilinguisme, c'est-à-dire pour les allophones, comme on dit ici, ceux qui ne parlent ni anglais ni français, eh bien, ils pratiquent leur langue maternelle à la maison, leur langue nationale, et puis apprennent ensuite une des langues officielles ou les deux. Mais c'est plutôt ça la tendance lourde, et donc il n'y a pas cette confrontation de blocs linguistiques, sauf avec l'anglais. Mais donc je ne vois pas l'espagnol du tout passer, alors là on est sur la plausibilité puisqu'on en parlait, passer devant le français, ça me paraît peu probable. Alors ensuite, il y a une autre idée qui revient très souvent dans tous les scénarios, même dans les discussions, c'est le fameux chinois. Donc le français derrière le chinois en Afrique. Alors ça aussi, ça me paraît à ce stade, en tous les cas, une sorte de fantasme. Je ne sais pas s'il est positif ou négatif, mais d'abord parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de centres Confucius qui sont ouverts en Afrique. Hein. Je crois que les derniers chiffres, c'est une soixantaine de centres, j'avais noté ça quelque part, dans 45 pays d'Afrique. Pas forcément d'ailleurs francophones, hein, c'est en général. Et on ne voit pas un afflux considérable d'inscrits. Les chiffres qu'on a eus récemment sur le Sénégal, par exemple, il y avait 500 inscrits. Bon, sur 16 ou 17 millions d'habitants, ce n'est pas non plus spectaculaire. Et surtout, les certifications sont très peu passées. Elles sont, pour l'Afrique, je crois que c'était les derniers chiffres connus, c'était moins de 1% des participants aux certifications qui étaient africains. Donc, quand on regarde les données objectives, et même si on se projette un peu, je ne vois pas le chinois passer devant le français. Il faut bien rappeler aussi, et ça c'est valable pour tous les scénarios, que le français aujourd'hui, par rapport à l'Afrique, c'est d'abord une langue officielle, hein, dans un certain nombre de pays, près d'une vingtaine, officielle ou co-officielle, une langue d'enseignement, donc dans laquelle on apprend à apprendre, et c'est une langue d'intercommunication, hein, on l'a évoqué je crois tout à l'heure, langue qui sert à des communautés linguistiques différentes à se comprendre et à communiquer et à échanger. Donc il y a une implantation profonde de la langue française. Alors on verra peut-être plus tard comment elle peut être ou pas menacée, mais ce ne sera sûrement pas par une autre langue étrangère, à ce point étrangère, comme l'est le chinois. Ça peut être par contre des questions qui peuvent se poser, c'est des concurrences avec des langues nationales, dans certains contextes, ça c'est possible, notamment les pays africains dans lesquels une langue nationale domine, ce qui est assez rare, hein. Mais on peut penser au Rwanda, au Burundi, Madagascar, évidemment tout le Maghreb, le Mali, le Sénégal, il y en a quelques-uns, où une grande langue nationale est partagée par l'essentiel de la population, et donc là il peut y avoir une concurrence. Mais encore une fois, je ne pense pas dans tous les domaines, ou alors, bien entendu, la confrontation classique avec les autres langues internationales en situation de langue étrangère. Ça peut être l'anglais, évidemment, ça peut être l'espagnol dans certains cas, ou le portugais. J'ai déjà cité l'arabe, mais qui est un peu particulier dans ce phénomène. Et puis, troisième critique sur le lissage culturel, je pense que l'uniformisation qui est évoquée là en sous-texte, elle a déjà eu lieu d'une certaine manière par les industries culturelles essentiellement. Elle n'a cependant pas remis, et je rejoins la préoccupation de Benoît, qui est un sujet majeur, la découvrabilité, elle n'a pas remis en cause les pratiques culturelles et sûrement pas les pratiques linguistiques. Ce n'est pas parce que tout le monde regarde, faisons les choses un peu brutalement, des films produits aux États-Unis, qu'on se met à parler anglais et qu'on ne préfère pas, quand on a le choix, écouter ou regarder des productions culturelles locales. Toutes les études démontrent que dans les consommations culturelles, la préférence va
à la production locale, encore faut-il qu'elle soit disponible, bien sûr, et qu'elle soit découvrable, ça c'est un nouvel enjeu. Et donc, il n'y a pas de remise en cause des pratiques linguistiques sur ce plan-là. Et puis, ce qui compte, et ça on le verra peut-être aussi quand on étudiera les futurs désirables ou probables, ce qui compte, c'est ce qui se passe aussi dans les foyers, dans les familles. Et pour ce qui concerne la langue française, on y revient, en Afrique, ce qu'on constate, c'est que cette langue est implantée dans les familles. Ce n'est pas seulement la langue officielle, la langue d'enseignement, la langue d'un certain nombre de médias et d'intercommunication, comme je disais, c'est aussi de plus en plus, encore à des taux faibles, mais une langue qui est pratiquée dans les familles, surtout en ville. Et donc, là, il y a cette transmission au cœur des foyers qui est une tendance, en tous les cas, je ne sais pas si elle est lourde, mais elle est présente, et qui éloigne la perspective d'un remplacement radical d'une langue par une autre. Voilà les trois petits bémols que je voulais apporter. Ben, merci beaucoup pour ça. Et je tiens à préciser que ceux qui ont élaboré ce scénario-là dans l'atelier de Montréal n'étaient pas particulièrement ravis de cet état des lieux-là en 2052. C'était pas forcément un scénario souhaitable pour eux. Ils se sont inspirés de certaines des provocations qu'on peut voir à gauche, mais donc de cette espèce de resserrement là, autour de certaines règles qui allaient devenir justement le mot d'ordre de ce fameux parti-là. Donc, bref, merci beaucoup pour ces premières réactions. On va passer au 4e scénario avec Pierre et on va pouvoir bien sûr rebondir sur tout ça par la suite. Merci Catherine. Alors le 4e scénario, qui est un scénario ma foi, encore plus dans la projection, c'est le fait que le français, en fait, ne devient plus du tout une langue seulement, enfin, qui possède de l'écrit, mais qui devient une langue uniquement orale. Et on a un horizon à 2052. Et donc, en 2052, le monde est très différent de ce qu'il était quelques décennies auparavant. L'un des plus grands changements intervenus est le fait que la langue française n'est plus qu'une langue parlée, transmise par la voix et parlée dans une variété de dialectes. Il s'agit d'un changement majeur par rapport à la situation qui prévalait auparavant. Le français était une langue obligatoire, inscrite dans un système éducatif, imposée, écrite, utilisée dans les écoles, les bureaux et autres lieux officiels, un héritage issu notamment du passé colonial de la France. Mais le monde a changé, tout comme la façon dont les gens communiquent entre eux, et le français n'a pas fait exception. Nima, qui avait grandi en parlant le français comme langue principale, a toujours aimé la beauté et l'élégance de cette langue et a toujours rêvé de devenir un jour traductrice pour pouvoir aider les autres à la comprendre également. Elle a donc commencé à étudier les différents dialectes français parlés dans le monde, apprenant tout ce qu'elle pouvait sur chacun d'eux et s'exerçant jusqu'à ce qu'elle les maîtrise tous. Le voyage a été long et difficile, mais le travail acharné de Nima a fini par payer. Elle est devenue l'une des traductrices françaises les plus recherchées au monde, utilisant ses connaissances et son expertise pour aider des personnes de tous horizons à communiquer entre elles dans cette belle langue qu'elle aimait tant. Et lorsqu'elle repense à tout ce qu'elle a accompli, Nima, pardon, pas Marie, c'est qu'elle a vraiment fait une différence dans le monde. Donc voilà, ce scénario pose le français comme une langue uniquement orale et je vais laisser Sophie Coiffier, notre experte, nous faire son commentaire et ses retours sur ce scénario. Bonsoir à tous. Alors, bon, moi, je n'ai pas une expertise universitaire, hein, donc je vais partir de mon terrain. Alors, ce scénario, j'ai orienté en fait mon analyse sur justement la transmission, c'est-à-dire quelle transmission possible si le français devient une langue uniquement orale. Et donc, il y a la chose qui m'apparaît, qui m'a interpellée, je ne sais pas si elle est juste ou pas, c'est la question de la mémoire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est une langue avec toutes ses dimensions, c'est-à-dire comme on a vu, ça pourrait être une langue justement peut-être moins centralisée, n'est-ce pas ? Il y a donc pour qu'elle se transmette, et on le voit bien avec cette experte qui est Nima dans le scénario, il faut travailler la mémoire. Alors, donc, il y a deux possibilités, que moi, sans les connaître par cœur, mais que je vois. C'est une transmission
orale, c'est-à-dire à travers, je veux dire, des récits, etc., c'est-à-dire une mémorisation de la langue par ce biais-là, ou une transmission de façon plus visuelle par les arts de la mémoire, c'est-à-dire donc on reviendrait à une tradition, j'ai envie de dire occidentale, pour une part, c'est-à-dire que je vois un mélange de tout ça, de toutes les techniques mémorielles. Et en fait, si on parle de signaux faibles, il se trouve que les arts de la mémoire reviennent en force dans les représentations numériques énormément, notamment dans les jeux vidéo. On utilise aussi beaucoup les jeux vidéo dans des situations d'apprentissage, notamment par exemple dans le droit. Et donc, la deuxième question pour la plausibilité de ce scénario-là qui m'est venu directement après, c'est de dire, voilà, alors est-ce que dans ce cas-là, en 2052, suivant justement les changements qui vont apparaître, et notamment on peut se poser la question du développement numérique ou non, moi je dirais plutôt qu'il y aura sûrement un problème d'égalité numérique en 2052 si on se base sur les problèmes énergétiques qu'on a déjà aujourd'hui, dans la mesure où soit le numérique va nous aider à cette mémorisation, soit au contraire, il va nous empêcher. C'est-à-dire que si on part du principe que le numérique aujourd'hui nous empêche de mémoriser les choses puisqu'il fait les choses à notre place. Par exemple, je veux dire, ne serait-ce que pour un trajet, pour apprendre un numéro de téléphone ou autre chose. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est dans les représentations, par exemple, je prends un exemple de culture de masse, mais par exemple la série Sherlock, je ne sais pas si vous la connaissez, série anglaise. Le palais mental, qui est donc le terme, je crois, si je ne dis pas d'ânerie, du XVIe siècle pour dire justement les arts de la mémoire, le palais mental de Sherlock, il est représenté comme un écran tactile. C'est-à-dire que Sherlock, dans l'espace, fait les gestes qu'on a dans un écran tactile. Donc, ça veut dire que le spectateur reçoit en fait l'idée du palais mental de Sherlock, non pas comme un effort, mais comme en fait une machine qui opérerait à sa place. Et donc, ma question par rapport à ce scénario-là, si on part de quelque chose qui va se transmettre par le fait qu'on va réexercer sa mémoire, ma question est de savoir si on est dans un monde où il y a une possibilité, par exemple, d'être aidé par le numérique à ça ou non. Voilà, donc c'est la question principale qui m'a interpellée par rapport à ce scénario-là. Il y a aussi quelque chose qui m'a gênée dans ce scénario, c'est plusieurs choses, mais bon, c'est poussé à l'extrême, c'est normal, comme tous les scénarios. C'est le fait d'opposer à ce point l'écriture et l'oral, dans la mesure où je veux dire, historiquement, l'écriture a quand même bénéficié aussi des modifications liées, je veux dire, et toujours le dictionnaire change, liées à l'usage qu'on en a aussi à l'oral. Et inversement, tout à l'heure, Sandra parlait des imaginaires liés à la langue. Je veux dire, dans la poésie contemporaine, il y a énormément depuis les années 70 et la poésie sonore, il y a quand même énormément de textes écrits qui sont, qui intègrent l'oralité de la langue dans l'écriture. Alors, l'autre chose qui m'a gênée, c'est, puisque une des questions qui était posée, c'était est-ce que c'est souhaitable que la politique, en fait, se mêle d'imposer. Alors, bon, je veux dire, la langue française a été imposée lors de colonisation, donc c'est très compliqué, je trouve, d'avoir comment dire,
de poser les choses dans ces termes-là, dans la mesure où, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on voit très bien qu'il y a quand même des interventions politiques qui comment dire, agissent sur les langues qu'on utilise, mais pas de cette manière-là, c'est-à-dire de façon, comme on le disait tout à l'heure, je veux dire, si c'est la langue du commerce ou des affaires, ça intervient de façon mondiale, mais de façon beaucoup plus insidieuse que ça. Et la chose que je voulais dire, c'est qu'on voit bien dans le scénario, ce qui m'a intéressé, c'est qu'il y avait un personnage qui devenait dépositaire en fait de toutes les variantes du français oral. Et donc, on voit bien qu'il y a peut-être de ce côté-là, au niveau justement du côté décentralisé de la langue française, quelque chose qui n'est pas vraiment démocratique, en fait. C'est-à-dire que c'est pas plus démocratique que l'écriture du français, je veux dire, très classique et très pénible pour tout le monde. Mais je veux dire, là, on voit bien que ça n'annonce pas forcément une démocratisation plus importante voilà, du savoir, de la langue française, pour moi. Je ne sais pas, après… Merci Sophie. Mais je crois que là, tout ce que tu dis aussi pose une question que celle de l'interface. L'interface de la langue, effectivement, le texte écrit et fait interface par rapport à la langue. Et si l'écrit disparaît, en fait, qu'est-ce qui devient interface? Qu'est-ce qui nous permet de la transmettre? T'en parlais. On parle d'imagerie, on parle effectivement de Mind Palace, comme l'a mis Patrick dans le fil de discussion. Qu'est-ce qui nous permet de faire interface pour la transmission? Et là-dessus, je pense qu'effectivement, il y a plein de questions aussi qui se posent, qui sont si on n'a pas la technologie qui fait interface, qui devient dépositaire, qui devient interface de la langue et qui permet de la transmettre? Est-ce que ça passe par ces sages de la langue qui permettent finalement, qui se baladent et qui permettent soit d'en agréger les différentes versions, soit de pouvoir la raconter autrement? On revient quelque part à des pratiques anciennes qui sont la transmission de la coutume, etc., qui sont des manières de transmettre assez ancestrales. Les mains se lèvent pour réagir, c'est fantastique ça. je sens que ça bouillonne. Alors, d'abord, Sandra Coulibaly, ensuite Benoît Melançon. Le micro n'est pas allumé, Madame Coulibaly. Merci. C'était plus des questions et commentaires. À Sophie, c'est sur ce scénario, moi je me suis posé la question si Naïma était l'intelligence artificielle, l'IA de 2052. En fait, dépositaire extrêmement entraîné à la diversité et une super Syrie francophone. Voilà, c'était ma question en fait. Question. Et puis un commentaire sur la violence politique des langues en fait. Je pense que si on demande à un Corse ou un Breton en France le processus d'acculturation à la langue française, ou à un Breton d'ailleurs, ouais, ou un Basque, c'est pas pacifique. Je mesure. Enfin, je veux dire, la question coloniale est une question actuelle, mais la prospective travaille avec la rétrospective. Donc, je veux dire, je ne suis pas sûre aussi que le débat sur la langue française est complètement pacifié en France. Et je ne suis pas sûre qu'en 2052, sur d'autres générations, voilà, il n'y ait pas peut-être aussi un ressac de l'histoire franco-français sur ces questions de langue régionale et d'enracinement identitaire ou de fragmentation également. Voilà, c'était mes deux interventions à la fois sur ce scénario, puis j'en ai d'autres sur les autres. Merci. Très intéressant, merci. Monsieur Melançon, vous vouliez réagir? Alors, des 4 scénarios qui nous ont été proposés, celui-là, c'est le moins plausible des 4. 2052, ça a l'air loin, mais 2052, c'est dans 29 ans.
Dans 29 ans, le français ne sera pas une langue uniquement orale. Ça n'a pas de sens de considérer ça, c'est même pas possible. Il y a aussi une drôle d'affaire là-dedans qui est l'opposition qu'on pourrait imaginer, à laquelle Sophie a fait allusion, entre le numérique et l'utilisation orale de la langue. Ben, les ordinateurs, ils marchent avec des mots, ils marchent avec du texte, ils marchent avec de l'écrit. Souvenez-vous peut-être, les plus vieux, hein, on nous avait dit que quand l'ordinateur est arrivé, on n'aurait plus jamais de papier autour de nous. Le papier allait être remplacé par l'ordinateur. Ben, l'ordinateur, c'est fait de papier, hein, on voit des mots en permanence. Donc moi, je suis assez sceptique là-dessus. C'est assez révélateur d'ailleurs que dans le texte, on nous parle de quelqu'un qui est traductrice de l'oral. Mais traductrice de l'oral, ça n'existe pas, ça. C'est une interprète. Et donc, utiliser le mot traductrice, c'est bien dire qu'on est encore dans du textuel, qu'on est encore dans des mots. Alors, une dernière petite chose, le français peut se développer, on va en discuter de toutes sortes de façons. Il ne peut pas se développer sur le principe de sa beauté supposée. Le français n'est pas une belle langue, pas plus que n'importe quelle autre langue du monde. Les langues, ce sont des choses. On peut les aimer plus que d'autres, on peut en préférer certaines. Elles ne sont pas plus belles. Et ce n'est pas leur beauté qui assure leur persévérance, hein, leur permanence. Au XVIIe siècle, l'italien, c'était plus beau que le français. Puis au XVIIIe siècle, le français, c'était plus beau que l'italien. Puis au XIXe siècle, l'anglais, c'était plus beau que le français. Donc, c'est des choses de nature économique, militaire, industrielle qui expliquent la domination des langues. Il en sera de même du français. Le français ne pourra survivre que s'il a des relais comme ceux-là et pas en fonction de ses qualités supposées intrinsèques qui ne sont que des essences. Donc, moi, vous le voyez, sur ce scénario-là, je suis très, très, très sceptique. Je peux avoir des réserves sur les autres, mais moins grandes que dans ce cas-là. En tout cas, sur la question de la désirabilité ou de la beauté d'une langue, pour avoir fait une petite promenade du côté de New York récemment, je vous assure qu'avec la quantité de commerce avec un nom francophone ou français, là, il y a visiblement là, quelque chose d'assez attractif pour les anglophones de ce côté-là. Merci beaucoup pour ces commentaires-là, Monsieur Wolf. Oui, non, moi, ce qui m'intéresse dans ce scénario, parce que la question a été peu évoquée dans les autres, c'est la question des variations de français. C'est un sujet sur lequel l'Observatoire de la langue française travaille depuis quelques années. On en rend compte d'ailleurs dans notre rapport, La langue française dans le monde, là, qui est sorti en mars dernier. On a parmi les participants l'un des membres de notre comité scientifique, Radha Tirvasen, éminent linguiste, qui travaille beaucoup sur la question. Je ne sais pas s'il aura envie d'intervenir, et s'il le peut, je ne sais pas comment ça marche. Mais ça, c'est une vraie question. Alors là, elle est posée, à mon avis, pas dans les bons termes. D'abord parce que justement, on parlait de dialecte, et Benoît disait très bien que c'est un terme inapproprié en la matière. Mais il y a effectivement des formes de français qui naissent depuis longtemps et qui se développent dans beaucoup de territoires de la francophonie. Et la capacité qu'auront les francophones, d'ailleurs, j'allais dire qu'aura le français, c'est des vieux réflexes, qu'auront les francophones de s'approprier, de valoriser, de reconnaître ces différentes variétés de français et de garder un socle commun va être un élément déterminant sur l'avenir de cette langue. Aujourd'hui, on est encore peut-être un peu trop souvent dans une approche un peu folklorique qui met en valeur, mais en s'en amusant, les accents, les expressions, les façons de dire à tel ou tel endroit. Bon, c'est peut-être une étape, mais sans doute qu'il faut aller beaucoup plus loin et plonger au cœur de la question centrale. Ça a été évoqué par notre collègue Mona Laroussi tout à l'heure et par d'autres, qui est celle de l'éducation. On va peut-être y venir dans les avenirs possibles, mais l'éducation, donc la transmission et le mode d'appropriation du monde au travers d'une langue ou de plusieurs langues d'ailleurs, parce que je pense que c'est plutôt ça l'avenir, va être central. Et forcément, il faudra accepter la polycentration, comme on dit parfois, de la langue française. Donc ça, c'est un sujet.
Maintenant, ce scénario, et comme le disait Benoît, est extrêmement peu, enfin même tout à fait peu probable. Ça me faisait penser d'ailleurs quand on parle de cette oralité dominante, effectivement, comme le disait très justement M. Melançon, toute l'informatique et le numérique est basé donc sur cette textualité, puis ChatGPT ou clavardage GPT comme le propose Patrick pour une version francophone, nous indique très clairement que la maîtrise du langage naturel écrit n'est pas près de disparaître si on en croit l'engouement de ce type de technologie-là. Moi, Est-ce que néanmoins, je quelqu'un d'autre- mitigerais un peu le côté accélération des technologies parce que j'aime beaucoup la remarque et la question de Sandra qui était que finalement, si Nima n'était pas une personne mais plutôt une IA, qui détenait finalement ces différents pouvoirs de la langue et ces différentes versions du français. Je pense que du coup, ce scénario atterrirait plus dans la plausibilité, sachant qu'on a parfois sur certaines technologies des accélérations de l'adhésion des utilisateurs qui parfois est exponentielle en très très peu de temps. Donc finalement, si on considère encore une fois Nima comme une IA, on pourrait avoir, je pense, une plausibilité de ce scénario qui serait plus importante que telle qu'elle est énoncée là dans le scénario. Encore une fois, on le voit avec ce qui se passe sur les IA. Aujourd'hui, ChatGPT nous demande d'écrire, mais on l'a vu et on repose la question de l'interface. On a notamment sur tout ce qui est Internet des objets des commandes à la voix de plus en plus. Et finalement, ça permet de rapprocher l'oralité des usages quotidiens de manière ouais, ça rapproche en fait du quotidien des gens cet usage de l'oral que là on questionne, mais je suis pas sûr que ce soit si loin de nous. Encore Euh, faut-il que les technologies nous comprennent. Hein? Je veux juste dire que de ce côté-ci de l'Atlantique, c'était pas facile de se faire comprendre par Siri au départ. Exactement, exactement. Oui, allez-y, Madame Coapier. Oui, la difficulté, c'est quand même aussi, enfin, Sandra l'évoquait tout à l'heure, la difficulté, c'est quand même de savoir aussi à quel imaginaire appartient, enfin, est développé par le langage. Parce que si l'oralité est juste là pour en fait, j'ai envie de dire, manœuvrer des IA, enfin, la langue va pas forcément, comment dire, et ça, c'est pas juste valable pour le français, c'est valable pour, enfin, j'ai envie de dire en général, si on devient nous-mêmes les machines, je suis pas sûre que, voilà, on y gagne en termes, parce que la langue, enfin, moi, ce qui me gêne en plus, enfin, je vous dirais franchement, en plusieurs scénarios, même si c'est super important, c'est qu'on considère d'abord et avant tout, je veux dire, comment dire, le fait de communiquer. Mais je trouve que le partage aussi d'imaginaire est aussi important que le fait juste de communiquer, enfin, à mon sens. Tout à fait, merci. Monsieur Melançon, vous vouliez réagir? Sur cette question-là de l'imaginaire de la langue, je veux dire les choses un peu bizarrement, là, mais la discussion que nous avons n'est pas une discussion qui serait possible en anglais. L'anglais ne se pose pas, les locuteurs anglophones ne se posent pas des questions, ne se posent pas les questions de la même façon que nous nous les posons. Il y a un des textes, je ne sais plus si c'est le troisième là, qui aborde, et Alexandre en parlait, la question du déclinisme. Ben, cette obsession-là, alors, québécoise très très forte ces jours-ci, assez fortement francophone en général, hein, du déclinisme, c'est une caractéristique francophone. Il y a un imaginaire de la perte, il y a un imaginaire de la langue menacée, il y a un imaginaire de la langue qui va être bouffée par toutes les autres. Ça m'étonnerait qu'on puisse faire des scénarios comme ceux-là avec l'anglais. L'anglais va évoluer, l'anglais peut évoluer de diverses façons, mais les locuteurs anglophones ne se sentent pas continuellement menacés. Alors ça, c'est une première chose en matière d'imaginaire, hein, l'imaginaire menacé, l'imaginaire du déclinisme, il est partout autour de nous. J'ai écrit un petit livre, moi, qui s'appelle « Le niveau baisse » pour dire que ce n'était pas vrai et qu'il fallait arrêter de répéter des choses comme ça. D'autre part, sur le plan de l'imaginaire, il y a une chose qu'Alexandre a dit qui, moi, me paraît absolument capitale. Si j'avais eu à réfléchir à un scénario, moi, c'est de là d'où je serais parti, c'est la question du plurilinguisme.
Alors, il faut absolument sortir de l'idée que les gens sont monolingues. Les gens ne sont pas monolingues, ils le sont de moins en moins, ils le seront de moins en moins. Et c'est vrai partout dans le monde. Mais la langue française a été construite sur un imaginaire monolingue, sur l'idée que le français est une langue à part, qui n'était pas contaminée par les autres, qui n'était pas tropicalisée par les autres, pour le dire comme Sandra. Ça, c'est un imaginaire qu'il faut changer. Nous avons au Québec, alors les Québécois qui sont là le savent, nous avons actuellement au Québec des débats parfaitement spécieux sur la langue maternelle, sur la première langue parlée à la maison, qui sont des indicateurs statistiques qui ne peuvent pas être corrélés à la question du déclinisme. Ce n'est pas parce qu'il y a moins de gens qui sont de langue maternelle française qu'on parle moins français au Québec. On n'a jamais autant parlé français au Québec. Les statistiques sont très claires. Et pour ça, on est toujours c'est souvent dans ce sens-là de... que c'est utilisé. Excusez-moi, je ne voulais pas vous interrompre, Ah, mais c'est allez-y, souvent dans ce Corinne. sens-là que ces statistiques-là sont présentées. Oui, elles sont présentées comme si on avait une langue. La langue maternelle, c'est notre langue. Donc, on peut très bien avoir une langue maternelle à la maison, puis on peut en avoir une autre sur le marché du travail, puis on peut en parler autrement avec ses amis. Et donc, on est toujours dans des situations, de plus en plus dans des situations plurilingues, et l'imaginaire du français n'a pas encore accepté ça. L'imaginaire du français n'a pas compris, malgré ce que disent les littéraires et les linguistes depuis plusieurs décennies, que le français est une langue en contact. Et ça va rester une langue en contact, ça va être de plus en plus une langue en contact, avec des contacts qui changent. Les contacts des langues en Afrique ne sont évidemment pas les mêmes que les contacts des langues en Amérique du Nord. Donc, sur le plan de l'imaginaire, pour reprendre l'expression de Sophie, il faut sortir de ce déclinisme, d'une part, et il faut penser la question du plurilinguisme. La prospective dont on parle là, elle va nécessairement se nourrir de ce plurilinguisme. C'est la nature même des langues de faire ça. Plus il y a de gens qui parlent français, plus il y a de langues voisines de ces gens-là, plus la nature du français va se transformer. J'ai envie de vous trouver optimiste, M. Melançon. Est-ce que je me trompe? En tout cas, sur la situation du français au Québec, je ne fais pas partie de ceux qui disent, comme le Parti québécois, que le français sera disparu au Québec dans 30 ans. Non, ce n'est pas possible. Je pense que le bon indicateur de la langue, du statut de la langue française au Québec, c'est son usage dans la sphère publique, c'est la langue commune. Personnellement, je n'ai aucun intérêt, sinon biographique et anecdotique avec mes amis, à savoir quelle est la langue maternelle des gens ou quelle est la première langue qu'ils parlent à la maison. C'est les indicateurs qu'on entend dans le discours politique actuellement pour nous dire le français est menacé au Québec, il va se faire bouffer tout rond par l'anglais. Il y a d'autres indicateurs plus inquiétants, mais ce n'est pas ceux-là. Ceux-là, moi, ils ne me dérangent absolument pas. C'est dans la nature des choses. Vous avez une population immigrante de plus en plus importante. Cette population immigrante va parler une autre langue que le français à la maison. Il n'y a pas de raison d'en faire des boutons ou d'en faire des obsessions nationales déclinistes. C'est comme ça. Donc, sur le français au Québec, je suis moins négatif que d'autres. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas d'opinion très, très fondée, en fait, sur le statut du français ailleurs dans le monde. Mais quand on parle de 250 millions de personnes qui parlent français, je pense qu'on devrait arrêter d'avoir peur de disparaître dans les 30 prochaines années. Ça me semble assez peu plausible. Merci pour ces quelques commentaires. Là, vous voyez d'ailleurs, on vous a remis là, les 4 scénarios pour vous les rappeler à l'esprit, donc à l'écran. Alors, si vous voulez réagir sur d'autres scénarios que ce 4e, bien sûr, sentez-vous bien libre. Et puis ceux qui sont là également, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le clavardage. On va y venir, bien évidemment. Monsieur Wolf. Oui, non, juste une chose pour approuver 1000 fois ce que vient de dire Benoît. Alors, pas sur la situation québécoise, j'en connais moins que lui là-dessus, mais sur le fond, ça rejoint une réalité de la francophonie qu'il faut bien avoir en tête. C'est qu'aujourd'hui, alors d'abord, on n'est pas 250, on est 321 millions de francophones, hein, d'ores et déjà. Donc, les 2 premiers scénarios sont déjà datés, sont en retard. Et on sera, selon les projections, au minimum 450 millions et peut-être plutôt 760 à l'horizon 2060. Ça, c'est les projections de nos partenaires ici à l'Université Laval, l'Observatoire démographique et statistique de l'espace francophone. Mais vous voyez qu'il y a un écart quand même, hein. C'est une fourchette et il y a beaucoup de conditions qu'il faut remplir avant ça. On va y venir peut-être tout à l'heure. Mais la réalité de la francophonie aujourd'hui, donc elle est sur les 321 millions de francophones, il y en a
255 millions qui ont un usage quotidien du français, parce qu'on compte aussi ceux qui ont appris le français comme une langue étrangère. Donc, c'est le noyau dur, c'est peut-être celui-là dont vous êtes parti, hein, les 255 millions. Et ceux-là, ils sont déjà à 60% en Afrique. Et tous les Africains sont plurilingues. Ça, c'est une chose qu'il faut concevoir. Et quand je dis plurilingue, c'est que c'est souvent plus de 2 langues. Il y a la langue maternelle, parfois la langue, d'ailleurs, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a la langue des parents, et ce n'est pas toujours la même, mais qui est plutôt pratiquée oralement, bien sûr. Et puis, il y a l'autre langue de l'école, qui peut être dans certains cas le français, dans d'autres l'anglais ou l'arabe. Et donc, c'est ça la réalité de la francophonie. Et c'est une réalité qui va croissant. Et à l'échelle internationale aussi, c'est plutôt le plurilinguisme qui va l'emporter. Donc, il faut vraiment avoir ça en tête pour penser l'avenir. Merci, ça aide à élargir un peu les perspectives, effectivement. Madame Coulibaly. Merci. J'aimerais revenir à la question des signaux faibles ou des germes de changement. Et si on participe, je crois qu'il y a aussi un consensus sur, alors on revient sur ce que le poids démographique et donc francophone de l'Afrique, et sur la question d'identité. Là, je reviens aussi à une question centrale qu'a rappelé l'enjeu, Benoît, de la découvrabilité. Donc, on est d'accord, repérabilité, prédictabilité, recommandabilité, pour néologisme québécois. Mais fondamentalement, c'est aussi la gestion de la diversité. Je m'explique. Puisqu'il faut qu'on arrive à des futurs souhaitables pour notre langue française, c'est de voir aussi dans quelle mesure vraiment cette Afrique est intégrée. Qu'est-ce qu'on entend par contenu, par exemple francophone? Pardon de dire ça, mais ça réduit un peu aussi, ou ça réduit en miettes peut-être la raison de, mais quoique, est-ce qu'il y a complètement une égalité, une équivalence insurmontable entre langue française et francophonie, contenu en langue française et contenu en francophone? Ça demande un effort. Et en entendant Benoît parler de l'anglophonie qui est beaucoup plus souple, qui est finalement beaucoup plus, etc., est-ce qu'on est arrivé à ce stade-là? Parce que, pardon de mettre les pieds dans le plat, mais si on réduit la découvrabilité des contenus francophones au seul contenu en langue française, d'une part, et de l'autre côté, on milite pour le plurilinguisme qui est constitutif à notre francophonie de 2052, alors là, on est une équation de second degré ou 3 degrés qu'il va falloir qu'on résolve tous ensemble. Voilà, parce que si l'Afrique produit, elle ne produira pas seulement en français. Donc, moi, un peu sur la question d'un futur souhaitable de la langue française, c'est la gestion, pas seulement du plurilinguisme, hein, mais c'est la gestion de la diversité. Voilà. Comment on peut inclure effectivement une diversité produite de l'Atlantique, c'est pas à l'Oural, mais à la Méditerranée. Et qu'on accepte les institutions, les milieux culturels, germato-praciens, etc., cette diversité qui est constitutive à la francophonie en entonnoir et peut-être acceptée à la langue française. Alors, comment elle se traduit? Voilà, moi, ce qui m'en vient un peu de toute cette conversation, parce que dans les signaux faibles, il y a quand même, bon, c'est revenu en filigrane, hein, le rapport rétrospective, colonialité, il y a tout ce mouvement qui vient d'Amérique latine. Et moi, je reviens à mon scénario 1, je suis un peu... l'afrofuturisme, il est né aux États-Unis. Alors bizarrement, comme beaucoup de mouvements, il y a une sorte de boucle rétroactive, elle se réappropriée par le continent africain. Mais ça ne va pas sans dommages collatéraux hein, pour la langue française.
il y a 10 ans, 20 ans, Boubacar Diop, sénégalais, publiait un premier roman en Wolof, qui est la langue principale au Sénégal. Il y a un mouvement d'identité africaine, en n'oubliant pas que une des langues du continent, une langue institutionnelle de l'Union africaine, c'est le Swahili. C'est le Swahili. Donc, attention, quand la francophonie fait un droit de préemption sur le continent africain, Ouais. je dis attention, attention, attention. Donc, pour résumer mon propos, il y a dans les signaux faibles celui-ci, la question même de l'identité de ce qu'on suppose être le moteur de la francophonie en 2052, l'Afrique. Et puis la deuxième chose, la gestion de la diversité, évidemment qui englobe la pluralité des langues. Et de toutes les langues, comme l'a bien dit, peut-être Benoît, peut-être j'extrapole, mais voilà, ça participe beaucoup de votre intervention. Merci. Très intéressant, merci beaucoup. Je vous donne la parole, M. Wolf, et après ça, j'aimerais bien me rendre au clavardage. Je vois le temps qui passe et j'aimerais bien donner la parole à ceux qui nous écoutent. Donc, allez-y, M. Wolf. Oui, bien sûr, rapidement, mais parce qu'on a abordé, en fait, dans l'ordre du jour, il y avait les futurs souhaitables, et les signaux faibles, les signaux forts, etc. Donc, on est passé à ça un peu subrepticement, mais c'est très bien. Moi, je veux juste dire une chose à propos une question qui a traversé plusieurs de nos interventions. Oui, la langue française imposée en Afrique par la colonisation. Bon, on l'a dit, mais il faut voir ce que ça veut dire quand on dit ça. La réalité aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, c'est une trentaine de pays d'Afrique qui ont le français comme langue officielle ou co-officielle. C'est un petit peu moins qui ont le français comme langue d'enseignement. Et ça, c'est un choix des années post-coloniales. Alors, bien sûr, la langue française n'est pas arrivée là par hasard, mais ça a été un choix délibéré des grands leaders de l'indépendance africaine que les jeunes se réapproprient aujourd'hui à leur manière, la jeunesse africaine, et qui a assuré pour ces pays-là une forme de développement. Peut-être qu'ils auraient pu en choisir une autre, mais donc les désirs, les futurs souhaitables, si on se place du point de vue de l'Afrique, évidemment je ne parle pas à la place des Africains, mais je regarde ce qui se passe dans les sociétés africaines, notamment du point de vue des pratiques linguistiques, eh bien c'est d'avoir une langue d'enseignement qui assure un enseignement de qualité pour un développement économique qui passe notamment par les unions régionales. On a évoqué ça dans le scénario 1, voire une union continentale, le rêve de la grande union continentale douanière, qui auront besoin de communiquer dans des langues de communication partagées. Le français sera sans doute pas la seule langue, mais enfin, c'est quand même un outil, c'est un levier, et je pense que c'est plutôt du point de vue de l'Afrique un des atouts à ne pas rejeter, et qui, de ce fait, ne sera pas rejeté pour ça aussi, me semble-t-il. Évidemment, il y a la question de la diversité culturelle. Alors ça, c'est l'avenir souhaitable du point de vue de la francophonie dans ses objectifs, dans ses idéaux. L'Organisation internationale de la francophonie, qui est de continuer à promouvoir la diversité culturelle et linguistique. Et ça passe aujourd'hui par le combat sur le numérique, les plateformes, dans le respect des cultures et des langues. Et là, Sandra a 1000 fois raison. Et je pense que la francophonie a compris ça, puisqu'elle est la première à avoir, en tous les cas, c'est celle qui aujourd'hui tient ce flambeau, introduit les langues nationales avec les pays qui l'ont décidé, bien sûr, dans les systèmes éducatifs, pour que, à la fois, l'identité des enfants qui se présentent à l'école et des futurs citoyens, mais aussi la qualité de leur enseignement soit assurée, et ça marche très bien. Et donc, le français, c'est le faire. Peut-être que certains États membres de la francophonie sont encore un peu centralisateurs, mais la langue française n'a aucun problème avec ça, et la francophonie a compris ça depuis très longtemps. Alors, dans les signaux à surveiller rapidement, oui, croissance du nombre de francophones, croissance très forte en Afrique subsaharienne, en moyenne 15% sur les 4 dernières années, et c'est valable depuis 10 ans, du nombre de francophones. En revanche, ce qu'on voit, c'est que le pourcentage de la population de ces pays-là qui maîtrise le français est à peu près stagnant depuis 10 ans.
Donc là, il y a un effet qui est observé, il y aura bascule ou il n'y aura pas bascule. La clé de tout ça, c'est évidemment un système éducatif performant avec un enseignement de qualité. Mais le français a des atouts en la matière et le français, même sur Internet, aujourd'hui, il fait partie du groupe 4 des langues les plus présentes sur Internet. Et si la fracture numérique se résorbe un tant soit peu, il y a une réserve là de francophones prêts à s'emparer des réseaux qui nous laisse espérer quand même de bonnes perspectives pour le français. Bon, ben c'est optimiste tout ça, ça va bien. Je vais revenir à certains des commentaires ou des questions qu'on a dans le clavardage. Merci de votre patience. Donc, je commence par Magali Lemay, chère spécialiste de la langue française. Pensez-vous que les néologismes de la communauté d'ES LGBTQ+ auront pris de l'ampleur d'ici 2052? Devrait-on se pencher sur la question, voire tenter d'établir des règles d'utilisation dès maintenant? Est-ce que l'un de nos experts veut réagir à cette question? Je peux peut-être dire un mot là-dessus, dans une perspective un peu différente, qui est celle de l'écriture inclusive. Alors, on est là-dedans, on l'a sous les yeux. Il y a plusieurs personnes qui ont tendance à ramener l'écriture inclusive à des formes très, très pointues et très, très nouvelles d'écriture inclusive, le point médian, par exemple. Mais on s'aperçoit que l'écriture inclusive, c'est toutes sortes de choses. Il y a toutes sortes de façons de se servir de l'écriture inclusive. Alors, pour la question qui vient d'être posée, c'est la même chose. C'est-à-dire, on va proposer des modèles, on va proposer des façons de faire. Certaines vont être acceptées relativement facilement dans certains lieux. Je pense au Québec. D'autres le sont plus difficilement. Je pense à la France. Mais il y aura des transformations. Mais là, il y a un moment où c'est simplement des propositions. Il faut voir ce que les locuteurs veulent faire. Dans ce qu'on appelle la double flexion, là, les Canadiens et les Canadiennes, j'ai passé dans les mœurs, ça n'a pas posé de problème. C'est une forme d'écriture inclusive. La féminisation des noms de métiers. L'Académie française vient de se réveiller, là, mais ça se fait au Québec depuis très longtemps. C'est passé dans les mœurs aussi. C'est une autre forme d'écriture inclusive. Donc, on essaie des formes d'écriture inclusive, comme on essaiera d'autres formes pour d'autres communautés, puis on verra ce qui va finir par s'imposer. Mais il y a déjà des travaux qui se font là-dessus, ça existe déjà, mais ça, c'est des phénomènes de longue durée. C'est des trucs qui ne peuvent pas se faire du jour au lendemain, parce qu'évidemment, ça a des conséquences très, très complexes. Dire les Canadiens et les Canadiennes, ça ne pose aucune difficulté, ni à l'écrit, ni à l'oral. Utiliser le point médian à l'oral, c'est bien, bien compliqué. Puis à l'écrit, ça pose des problèmes de lecture. Donc, les gens qui sont peu dotés de littératie vont bloquer là-dessus beaucoup plus facilement. Donc, il y a des considérations qui sont des considérations strictement linguistiques. Quel est le réservoir possible des formes d'écriture? Puis à côté, il y a des contraintes très, très concrètes, très, très matérielles, de choses qui peuvent se faire, de choses qui sont plus difficiles à faire. Donc, il n'y a aucune raison de penser que la langue ne va pas se changer, ne va pas se transformer sur ce plan-là. Mais il ne faut pas imaginer qu'il y a une instance quelque part qui viendrait nous dire quoi faire. Dans les 4 scénarios qu'on avait sous les yeux, moi, je me suis réjoui de ne voir jamais apparaître les mots Académie française, qui ne devraient pas être dans la prospective des choses que l'on souhaite pour l'avenir du français. Mais elle n'est peut-être plus là en 2052. C'est peut-être pour ça. Ça aurait été mon scénario favori, mais bon. Monsieur Wolf. Oui, non, c'est pas possible, elle est éternelle. Mais non, c'est eux qui sont immortels, pardon. Non, mais blague à part, je suis assez d'accord avec ça. J'ai quand même une petite réserve. Je pense qu'il ne faut pas abandonner la capacité des autorités linguistiques. Alors, il est souhaitable qu'elles soient plus décentralisées, à essayer d'outiller la langue. Je veux dire par là qu'on a vu récemment, et là c'est la confrontation avec l'anglais, la confrontation directe, que les termes qui arrivaient dans un premier temps en anglais dans les Français ou sur les territoires francophones pouvaient, avec un effort des linguistes, des spécialistes, être remplacé par un terme français parfaitement pertinent. Je ne parle pas là de la mode des anglicismes, alors que le terme français existe déjà. Bon, ça, c'est un épiphénomène. Par contre, la capacité de nommer les choses, notamment modernes, qui se créent, et l'effort qu'il faut parfois faire pour y parvenir, me semble important et à ne pas abandonner.
encore une fois, en le mutualisant au maximum. Mais il est bon qu'on ait finalement trouvé ordinateur pour remplacer computer, qui aurait très bien pu s'installer dans la vie quotidienne. Et il a fallu à un moment donné s'arrêter, réfléchir et dire bah oui, c'est comme ça qu'on peut bien le nommer en français. Donc ça, je pense qu'il faut continuer quand même cet effort, cette démarche-là qui peut être utile à tous les francophones et qui pèse ensuite dans les équilibres, évidemment, et mentaux et économiques en général. Donc, on va continuer, M. Wolf, d'imposer courriel quand on va parler à des Français pour Par tenter exemple, de ça faire adopter. passe de plus en plus. Fantastique. Je passe à la question de Julien Mauroy. Le phénomène des réfugiés climatiques qui devrait déplacer de 3 à 10 % de l'humanité dans les 30 prochaines années n'est pas mentionné dans ces scénarios. C'est très juste. Ne s'agit-il pas d'un facteur important lorsque nous tentons d'aborder les dimensions démographiques de l'avenir de la langue française? Je vois Mme Coulibaly opiner du bonnet. Je vous laisse réagir. Oui, mais je crois que c'est aussi un parti pris méthodologique sur l'approche matricielle que les 2 chapitres pour lesquels vous avez opté. C'est vrai que si on était parti sur j'allais dire horizon scanning, donc je vais me faire hacher menu, sur une prospective beaucoup plus exploratoire, ou peut-être plus en profondeur sur les questions environnementales, climatiques, sociétales. Je pense, oui, effectivement, c'est à prendre en compte. Les chiffres qu'ont articulés par Alexandre propulsent dans un monde statique une population mondiale qui représenterait 5%. 500 millions, etc., à horizon 2050. Là, je ne parle pas des chiffres Nations Unies, PNUE, etc. On est à 10 milliards. Bon, mais c'est vrai qu'on est dans un système qui est instable et qui, je ne fais pas un afro-tropisme, mais le continent, et en particulier dans le continent, la zone malheureusement qui est actuellement la plus instable, c'est l'Afrique francophone. Avec les questions de conflits internes, c'est le continent le plus impacté, on le sait, dans les prochaines années, à horizon 2050 par le changement climatique, même si on arrive un peu à redresser la barre, etc. Donc, la zone australe n'est pas francophone. Donc, on est complètement aussi, et c'est peut-être un scénario catastropho-climatique et langue française, certainement. Puisque ce sont les populations les plus pauvres et donc les moins éduquées ou alphabétisées et les populations rurales qui vont, sur les zones sahéliennes ou sous-sahéliennes, qui vont devoir se sauver ou dans les îles, enfin, etc. Donc, ça va être très, très compliqué. Et donc, les équilibres démographiques vont jouer. Et c'est aussi un peu toute l'hypothèse de l'observatoire sur la variable démographique. Ben oui, il faut vraiment qu'on prenne en considération cela, me semble-t-il, sur le futur de la langue française. Parce que là, c'est pas une chose, c'est tout à fait, c'est probable. Enfin, c'est ce qui va arriver. Donc, voilà. Malheureusement. On est arrivé pas mal au bout du temps qu'on avait ensemble, mais on va quand même pas se laisser sur cette note-là. En tout cas, j'aimerais bien qu'on réussisse à trouver un autre mot de la fin. Donc, peut-être que si vous vouliez avoir une petite réflexion qui pourrait résumer vos interventions ou ce que vous n'avez pas eu le temps de dire l'un après l'autre, chers experts, chers invités, je vous céderai la parole là, avant de remercier tous ceux qui ont bien accepté d'entendre cette conversation. Allez-y, M. Melançon. L'avenir du français n'est possible que si nous changeons les imaginaires dans lesquels nous sommes englués depuis trop longtemps. Ça dit tout. Ça dit tout. On a un mot de la fin. Voilà un mot de la journée. Merci beaucoup, Mme Coulibaly. L'avenir de la langue française, en compliment avec ce qu'a dit Benoît, se joue sur son hospitalité.
on vient de le dire, l'hospitalité des populations déplacées, quels sont les systèmes éducatifs qui pourront accueillir, que ce soit les primo-arrivants, les personnes déplacées, quelle hospitalité de la langue et de la diversité la communauté francophone pourra donner, voilà, au monde en 2052, dans sa diversité de la langue française, dans sa capacité de solidarité. Voilà, voilà mon futur souhaitable pour la langue française. En complément de ce qu'a dit Benoît, évidemment. Bien sûr. Merci. Monsieur Wolf. Oui, ben non, je suis assez d'accord. Je crois que les enjeux, à la fois les enjeux qu'il faut considérer et puis l'avenir souhaitable passent par cette compréhension, cette appropriation de la question de la diversité, mais vraiment qui doit traverser tous les domaines et qui doit alors passer par un changement des imaginaires. Je suis bien d'accord, c'est sans doute le plus difficile, le plus long, et ce sur quoi on a moins de prise, mais qui doit traverser toutes les questions. Et ça permettra d'abord de prendre la mesure de ce qu'il faut faire dans les différents domaines. On a parlé de l'éducation, on a parlé de la question des changements climatiques, de la migration, plus généralement de la question de la paix et du dialogue à l'échelle internationale, hein. Là aussi, le rééquilibrage de la position des langues dans la discussion internationale est un élément clé. On n'en a pas parlé parce que ça paraît un peu lointain et peut-être trop institutionnel, mais la question de la manière dont on peut s'exprimer dans les enceintes internationales ou dans les forums de discussion, hein, qu'ils soient formels ou informels, est cruciale parce que ce sont les visions du monde qui passent par, et ça c'est notre écrivaine qui en parlera aussi, les visions du monde qui passent par la langue. Et quand on est obligé de se soumettre à un idiome qu'on ne maîtrise pas et qui souvent d'ailleurs ne ressemble plus vraiment à une langue, bien on modifie tout le discours et toutes ses conséquences, puisque les discours ont des conséquences, surtout au niveau des relations internationales. Donc, c'est vraiment cette question du respect de la pluralité des langues, d'une part, et puis pour le français lui-même, l'accueil effectivement de la diversité et de la variation. Merci beaucoup. Alors, Madame Coiffier, on s'en remet à votre expertise. Alors, à mon expertise, moi, le tout. si on doit justement comment dire, parler d'hospitalité pour des formes de la langue française qui pourraient accueillir aussi d'autres langues, moi, j'aurais un souhait, ce serait que le monde éditorial s'ouvre aussi un peu plus, parce que enfin, je ne sais pas si vous le constatez, vous, au Québec, mais en tout cas en France, les formes littéraires se racornissent et sont de plus en plus fermées, je veux dire, je ne sais pas, une réflexion justement sur la langue, sur les formes de la langue, par exemple, moi je sais que je suis plutôt classée en poésie contemporaine. Les poètes contemporains, je veux dire, en France, on s'en fout complètement. Je veux dire, on les ignore complètement, alors que c'est peut-être là où justement il y a comment dire, un dynamisme, une ouverture sur des questionnements qui nous rassemblent aujourd'hui, quoi. Et donc, je trouve dommage. Je veux dire, si on n'a pas de répondant, si on n'a pas de lieu, de plateforme, d'endroit, alors peut-être sur Internet plus que dans les maisons d'édition. Voilà. Enfin, mon souhait, ce serait une ouverture un peu plus grande de ce côté-là. Ben, pour répondre à votre question, je pense qu'au Québec, on la sent, cette ouverture-là. Il y a beaucoup de... C'est très foisonnant que cette poésie contemporaine. On doit traverser, hein. Vous venez quand vous voulez et puis on vous accueille. Non, mais nous, c'est foisonnant. C'est foisonnant. Mais je veux dire, on n'est plus dans les librairies, on n'est plus... Ouais. La difficulté, c'est la visibilité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de foisonnement, mais la difficulté, c'est la visibilité. Et la reconnaissance. Oh, alors là, bon, ça, c'est... Comment dire? On n'en parle pas. Ça. Merci beaucoup. Je laisserai peut-être le mot de la fin à Pierre ou Jacqueline pour remercier tout le monde. Merci beaucoup à tous les participants et puis aussi à notre bande d'experts pour avoir commenté chacun des scénarios.
Effectivement, chacun des scénarios, il est extrême, hein, et puis il est fait aussi pour faire réagir. Effectivement, pour rebondir sur ce que disait, sur tout ce qu'il disait, sur ce que disaient Monsieur Wolf et Sophie, c'est vrai que la langue, c'est une arme et que des armes, en fait, on peut en avoir plein dans sa boîte à outils et plein son attirail et que chacun aiguise son arme à sa manière, mais c'est sûr que, en fait, la langue, elle est faite pour parfois se défendre, débattre. Elle est là pour animer aussi la chose publique, le débat public. Et moins on laisse de forme à la langue et moins on laisse la langue vivre et plus on l'étouffe, plus finalement on incite aussi les gens à trouver d'autres sortes d'armes que le dialogue et la langue. Et on en arrive sur d'autres manières aussi de communiquer qui sont parfois beaucoup plus guerrières, malheureusement. Donc le futur de la langue, c'est aussi une question de pouvoir s'exprimer, pouvoir échanger autrement que par des méthodes belliqueuses, bien sûr. Alors, j'ai Merci. cité tout le monde là. Merci beaucoup. Donc, c'est un grand message de paix, Pierre. Merci beaucoup. Merci. Jacqueline, est-ce que tu avais un petit mot de la fin pour tout le monde? Merci beaucoup. Merci à vous pour cette opportunité, pour cette collaboration transcontinentale. C'était très enrichissant, c'est très intéressant. Merci infiniment à tout le monde. Merci beaucoup. Une conversation vraiment merci à tout le très monde. enrichissante. Merci à tous. Merci. Merci de m'avoir invité. Au revoir. Merci à tout le monde. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.